Merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. La direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance, appelée plus que jamais à travailler avec les organisations de la société civile pour remplir sa mission, c'est désormais une nécessité. On conclut les travaux de la session annuelle entre institutionnels et OSC. L'atelier de 4 jours a pris fin hier à Cotonou. Raphaël Akotegnon, mieux imprégné des problèmes liés à la mise en œuvre de la réforme structurelle de la gouvernance territoriale à Abomey-Calavi. En fin de tournée dans les 9 arrondissements de la commune, le ministre de la décentralisation a tenu une séance de synthèse avec les conseillers hier à l'hôtel de ville. La famille Oni revient sur vos écrans avec ses interminables intrigues et la bataille au contrôle de l'héritage. La saison 2 de la saga Apparence démarre dès mercredi prochain sur A+ Bénin. L'avant-première a réuni tout le plateau de la série béninoise et d'autres noms de l'industrie du cinéma à Canal Olympia de Cotonou. La session annuelle entre la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance et les organisations de la société civile intervenant en cette matière de protection de l'enfant s'est refermée hier. Les échanges se sont soldés par la mise en place d'un comité paritaire DPJJE-OSC et une déclaration solennelle. 4 jours de travaux au cours desquels de nouvelles stratégies ont été élaborées pour renforcer la protection des enfants au Bénin et des engagements ont été également pris. Ingrid Day et Jocelyn Barriga étaient à la cérémonie de clôture. Voici leur reportage. Quelle dynamique pour une lutte efficace contre le travail des enfants au Bénin. C'est autour de ce thème que se mènent les discussions de cette session annuelle entre la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance et les organisations de la société civile intervenant en matière de protection de l'enfant. 4 jours d'intenses travaux qui témoignent de la volonté de ses participants à œuvrer davantage pour assurer la protection des enfants au Bénin. Je voudrais qu'il me soit permis, en vos noms respectifs et en mon nom personnel, prier le directeur adjoint de cabinet à pouvoir transmettre à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, nos remerciements les plus chaleureux et les plus sincères pour son accompagnement qui nous garantit de son intérêt pour la protection de la cause des enfants en République du Bénin. L'évaluation des réalisations de l'année écoulée, l'élaboration et la validation du plan d'action 2026, DPJJE, OSC, 2 sujets majeurs qui ont meublé les travaux de cette session. Le plan d'action 2026 validé au cours de cette session trace un chemin clair et ambitieux. D'ailleurs, il se déploiera suivant un chronogramme cohérent ainsi défini. Premier trimestre, mise en place des cadres de coordination et lancement des campagnes de sensibilisation. Deuxième trimestre, renforcement des capacités des acteurs et des comités locaux de protection. Troisième trimestre, suivi de la réinsertion des projets communautaires pilotes. Les échanges ont également accouché d'une déclaration solennelle qui marque un tournant décisif dans la coordination des efforts entre la DPJJE et les OSC. Nous, représentants des organisations de la société civile intervenant en matière de protection des droits de l'enfant venus des 12 départements du Bénin, proclamons avec gravité et engagement notre volonté commune de bâtir un environnement protecteur pour chaque enfant vivant au Bénin, sans peur, sans abus et sans exclusion. L'autre temps fort qui a marqué cette session, c'est la mise en place du comité paritaire DPJJE-OSC, composé de 2 enfants, un membre de la DPJJE et 2 des OSC. Sa mission, assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des actions convenues. Le ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle poursuit sa tournée dans les lycées et écoles techniques et professionnelles. C'était au tour de l'école d'enseignement général, technique et professionnel Laura Vicuna des Sœurs Salésiennes de Don Bosco de Zoboa à Cotonou de recevoir la visite d'Expédie Wessou hier. L'homme était accompagné de sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Sedami Mélégan Fagla. L'accueil était convivial et chaleureux. Vous allez le voir sur ces images de Eder Runkevi en compagnie de Virgile Achodé. Après cet accueil à la traditionnelle,
Expédie Wessou et ses amis Médégan Fagla se sont difficilement frayés un chemin. Une fois dans la cour de l'école, ils ont été submergés au sol comme au balcon des salles de classe par des ovations soutenues. Un accueil des grands jours à eux offert par les apprenants de Laura Vikunga. Une école d'enseignement général technique et professionnel qui forme depuis plusieurs décennies des jeunes aux filières générales, techniques et professionnelles. L'école s'inscrit dans une mission plus vaste, portée par l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice des Sœurs Salésiennes de Don Bosco, qui œuvre pour l'éducation, la protection et l'autonomisation des jeunes, en particulier des filles. Votre présence ici représente un geste fort, un témoignage éloquent de l'attention particulière que vous accordez à l'avenir de la jeunesse béninoise et l'importance cruciale de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays. Au cours de cette rencontre d'information et d'échange, les apprenants ont eu droit à une communication sur les réformes du gouvernement qui entend faire de l'enseignement technique et la formation professionnelle un moteur de transformation technologique et un levier d'insertion professionnelle des jeunes. Nous avons exposé la vision du chef de l'État et surtout annoncé le démarrage imminent de la phase de construction des lycées techniques scientifiques. Le chef de l'État le disait dans l'une de ses interventions que son plus grand regret, c'est malgré tous les efforts qu'il fait, n'a pas ouvert les premiers établissements là à la rentrée 2025. Je peux vous assurer que le premier établissement sera ouvert en 2026-2027. Et vous connaissez Patrice Talon. Chaque chose qu'il veut mettre à disposition de ses concitoyens, il s'y implique. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qu'il nous a dit, les réformes qui sont en cours. Et c'est avec beaucoup de joie que nous comprenons qu'il y a des choses qui se font dans l'ombre, qui ne sont pas révélées au grand jour. Et vous voudrez bien transmettre nos salutations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et pour lui dire que nous sommes avec lui. À travers une approche pédagogique et conviviale, Expédie Wessou a éprouvé dans les ateliers de cuisine et de pâtisserie les connaissances des apprenants, lesquels ont fait montre d'enthousiasme, la clé selon ce dernier pour aller loin. Allez, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, lui, a procédé hier à la synthèse de sa tournée dans les 9 arrondissements de la municipalité d'Abomey-Calavi. Il s'agit de la dernière étape qui vient après sa descente auprès des différentes collectivités locales pour suivre de près, évaluer et apprécier aussi la gouvernance locale dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale. La cérémonie de synthèse s'est déroulée à la mairie de Cotonou, à la mairie d'Abomey-Calavi. Voici les précisions. C'est devenu une tradition pour le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Depuis 2022, une tournée périodique dans les différentes communes pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale. Tout comme à Cotonou et Parakou, la démarche a été la même à Abomey-Calavi pour Raphaël Akoteyo. Recueillir les difficultés rencontrées dans l'implémentation de la réforme structurelle et apprécier les conditions de travail des personnels communaux et infra. Les visites effectuées dans les 9 arrondissements de la commune, à savoir Paron, Abomey-Calavi Centre, Zinvier, Akasato, Clotigwe, Toba, Ouedo, Rémier et Gouromé, ces visites, dis-je, ont permis de recueillir des données riches et précises sur les performances, les contraintes, les défis et les perspectives de la commune. La séance entre l'autorité ministérielle, le préfet de l'Atlantique, le maire, les chefs d'arrondissement et les chefs quartiers s'est accentuée sur 2 différentes communications. La première axée sur les performances de la commune d'Abomey-Calavi, l'état de ses relations avec la tutelle et les principales difficultés de fonctionnement des organes infracommunaux. La seconde communication a porté sur les enjeux sécuritaires, dont les systèmes d'alerte précoce et la coproduction de la sécurité. Je crois qu'il faut poursuivre la sensibilisation des élus communaux et locaux sur les objectifs de la réforme. Œuvrer à l'instauration d'un dialogue franc et apaisé au sein des conseils communaux, du conseil communal d'Abomey-Calavi. Commanditer périodiquement des missions d'audit, MDGL, MEF,
Vos administrés n'attendent pas seulement des discours. Ils veulent des résultats visibles dans la gestion des communes, dans la gestion des arrondissements, dans la gestion des quartiers et villages. Cette cérémonie de synthèse a aussi été marquée de débats à bâtons rompus entre le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et ses élus. Un long moment d'échange en vue de favoriser la formulation des recommandations opérationnelles pour favoriser la gouvernance locale et améliorer la qualité des services rendus aux populations dans la commune d'Abomey-Calavi. Une nouvelle affaire de falsification, de procuration éclabousse le parti Les Démocrates. De hauts dirigeants de la formation de l'opposition auraient ficelé un système frauduleux aux fins d'obtenir en violation des règles des duplicata de quitus fiscaux et de casiers judiciaires. Les faits sont portés à la connaissance du public par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à travers un communiqué de presse dont le contenu est énoncé en intégralité ici par Hugues Vignibé. Dans le cadre de l'élaboration des listes de candidatures pour les prochaines élections communales et législatives, l'administration fiscale et le Centre national du casier judiciaire ont reçu plusieurs dizaines de demandes de duplicata de quitus fiscaux et de casiers judiciaires. Ces demandes émanent essentiellement des premiers responsables du parti Les Démocrates. L'examen de ces demandes a permis de constater que les bénéficiaires supposés de ces pièces les avaient déjà obtenues en 2 ou 3 exemplaires. En réponse à ces demandes, les 2 administrations concernées ont répondu aux requérants en indiquant d'une part que les duplicata seraient établis et d'autre part qu'ils ne seraient remis qu'en main propre aux demandeurs ou à défaut à leurs mandataires dûment désignés. Les noms et prénoms de ces mandataires doivent être préalablement communiqués à la Direction générale des impôts ou au Centre national du casier judiciaire par courrier électronique ou via le numéro de téléphone associé à l'identifiant fiscal unique du demandeur. C'est dans ce contexte que le parquet spécial près la Criette a été saisi le 6 novembre 2025 d'une plainte de la Direction générale des impôts relative à la falsification de procuration dans le but d'obtenir des duplicata de quitus fiscaux au nom de personnes qui n'en étaient pas demanderesses. L'enquête conduite par la direction de la police judiciaire a permis d'établir les faits suivants. Le code électoral en vigueur en République du Bénin impose aux partis politiques souhaitant concourir aux élections communales et législatives de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Rencontrant des difficultés à désigner des candidats dans certaines circonscriptions, des responsables du parti Les Démocrates ont entrepris de solliciter les pièces subventionnées au profit de personnes n'ayant parfois aucun lien avec leur formation politique ou de sympathisants ayant déjà obtenu leurs documents. Face aux règles strictes établies pour la délivrance de ces pièces, certains responsables ont confectionné de fausses procurations en imitant grossièrement les signatures de prétendus mandataires dans le but de retirer les quitus fiscaux et casiers judiciaires correspondants. 2 éléments ont permis aux enquêteurs d'établir la falsification. La non-conformité des signatures avec celles figurant sur les certificats d'identification personnelle des demandeurs. Les auditions sur procès verbal régulier des personnes concernées qui ont toutes affirmé n'avoir jamais délivré de telles procurations. À ce jour, 2 individus ont été interpellés à la Direction générale des impôts en possession de procurations falsifiées. Les investigations se poursuivent afin de situer toutes les responsabilités et d'identifier l'ensemble des personnes impliquées. Les faits ainsi exposés sont susceptibles de constituer les infractions de faux et usage de faux, ainsi que de fraude en matière électorale prévues et punies par les articles 247, alinéa 2, 307, alinéa 1er et 309 du Code pénal. Les peines encourues varient d'1 à 5 ans d'emprisonnement. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous informer de l'évolution des investigations et de la procédure. Et l'homme Mario Metonou.
Plus tôt, le directeur général des impôts et le directeur du Centre national du casier judiciaire ont dénoncé, eux, les agissements qui ont été plus tard portés devant le procureur spécial de la Criette, agissements de ces personnes essayant d'user de fraude dans la procédure de demande de ces documents administratifs. Ils ont tous deux livré un communiqué de presse conjoint lu par le directeur du Centre national du casier judiciaire. Dans le texte, il rappelle aux populations le principe applicable en cas de retrait pour le compte d'une autre personne. On l'écoute. Dans le cadre des élections générales, dont le processus de dépôt des dossiers est en cours, au niveau de la Commission électorale nationale autonome, il nous a été donné de constater que des demandes de casier judiciaire et des quitus fiscaux sont faites au nom et pour le compte de personnes sans leur consentement, ni leur consultation préalable, c'est-à-dire à leur insu. En effet, nos services ont reçu de nombreuses plaintes de citoyens se disant victimes de tels agissements du fait qu'ils reçoivent sur leur téléphone des messages provenant des services administratifs concernés. En outre, nous avons observé que relativement aux mêmes documents administratifs, des personnes se permettent de faire des demandes multiples de duplicata pour autrui et sur la base de fausses procurations, puis se présentent aux services concernés dans le but de retirer frauduleusement les dits documents. Or, selon les tests qui régissent la matière, ces pièces sont individuelles et ne sauraient être demandées ni retirées pour autrui. C'est pourquoi, dans les cas de retrait pour le compte d'une autre personne, il est exigé la présentation d'une procuration régulière dûment délivrée par le bénéficiaire ou la notification de l'identité de la personne désignée pour la remise par le canal des demandes ou le numéro attaché au numéro personnel d'identification. En tout état de cause et au regard de tout ce qui précède, nous voudrions inviter toutes les personnes concernées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à la loi. La foire internationale de la CEDEAO édition 2025 s'est ouverte hier à Lagos au Nigeria. C'est un espace d'échange et de réseautage entre les acteurs économiques des États membres de l'organisation pour promouvoir l'intégration économique et le partenariat public-privé en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre constitue une étape importante vers la consolidation du marché commun ouest-africain. L'événement réunit les acteurs publics et privés, les institutions financières, les entrepreneurs et investisseurs venus des États membres de la sous-région. Reportage de la cérémonie de lancement avec Idrissou Boukari et Elvis Donoucoin sur place. Le temps est donné dès la cérémonie d'ouverture de ce grand rendez-vous économique sous-régional. La CEDEAO franchit une nouvelle étape dans sa marche vers une intégration économique réussie. La foire internationale de Lagos 2025 s'ouvre ce vendredi 7 novembre 2025 pour 10 jours. L'objectif est de promouvoir les échanges, renforcer les partenariats et accélérer l'industrialisation en Afrique de l'Ouest. This year we anticipate an increase in attendance, targeting about 500,000 visitors, expected over the course of 10 days. With over 2,000 exhibitors from several countries across Africa and the rest of the world, we are committed to providing a dynamic platform that fosters business networking, explores new market opportunities, and encourages partnerships to generate value across the economy in Nigeria, in West Africa, in Africa, and the rest of the world.
Ce forum se veut un cadre d'action, mais aussi de réflexion sur la manière d'exploiter au mieux les potentialités du marché ouest africain. En réunissant décideurs politiques, acteurs économiques et investisseurs, l'organisation régionale place la collaboration publique-privée au cœur de son dispositif de relance. Entre débats, expositions et rencontres d'affaires, la dynamique de la sous-région est en marche portée par une même vision, celle d'une Afrique de l'Ouest plus forte, plus intégrée et plus prospère. Le premier message, c'est qu'en 2100, globalement, il y a la possibilité d'avoir 3 pays d'Afrique de l'Ouest dans le top 15 des pays les plus riches du monde. C'est un message extrêmement important. Et l'autre message, c'est que le monde est en transition. Pour que cela advienne, il y a une transition qui se fait au niveau mondial. C'est une transition, on peut dire, d'un passage d'un ancien ordre à un autre ordre. Des sessions thématiques et panels de haut niveau permettront aux participants d'échanger sur les défis et les opportunités de l'intégration régionale, la transformation locale des matières premières et le financement durable des projets communautaires. À travers le dialogue, l'innovation et la coopération, la CEDEAO confirme sa volonté de bâtir une économie régionale intégrée et compétitive au service du développement durable. Plusieurs centaines d'entrepreneurs ont répondu présents à ce rendez-vous de la CEDEAO. Chacun dans sa spécialité, ils animent les stands avec des produits variés qui révèlent les potentialités des pays africains en matière de créativité. Nos reporters ont rencontré quelques exposants qui parlent de leurs produits et apprécient l'initiative. Ici, je suis en train de faire la filature du coton filé, la filature du coton bio plutôt, qui est cultivé sans intrants, sans engrais. Voilà, donc nous filons et puis ça nous donne le fil qu'on met sur les bobines et puis après on les teinte avec les produits bio, les feuilles, les racines, les fleurs. Et ça nous donne des couleurs, après on tisse. Après avoir tissé, on utilise comme on veut. L'utilisation dépend de l'acheteur. On utilise en habit, en chemin de table, en nappe de table, en couverture, en écharpe, en cercle de table, en coussin, tout ce que l'on veut. Le tissage est libre, l'utilisation dépend du client. Vraiment, ce fut un grand plaisir pour nous de venir représenter notre pays, le Bénin. Là, nous sommes très contents et très fiers de représenter notre pays à Lagos. C'est vraiment de l'afro parce que nous utilisons des tissus de qualité, des tissus qui ne donnent pas de démangeaisons sur la peau, des vrais tissus que nous prenons très loin, c'est-à-dire ce n'est pas des tissus bon marché. Donc quand vous portez ce tissu, vous sentez déjà bien dans votre corps. Ce n'est pas du marketing, mais il faut vraiment le porter pour comprendre ce que c'est. Donc c'est pour nous une grande fierté. Nous remercions vivement la CEDEAO d'avoir pensé à nous, les responsables de la CEDEAO d'avoir pensé à nous. Et nous disons très bon vent à la CEDEAO et encore de bonnes rencontres, de belles initiatives telles quelles pour pouvoir faire l'émulation entre les pays et les créations. Et c'est vraiment un honneur de participer à cet événement. J'ai ma marque de vêtements Made in Sénégal que j'essaie de promouvoir un peu partout. Je travaille beaucoup avec les femmes entrepreneurs également, que ce soit au Sénégal ou dans les autres régions. Je suis passionnée de vêtements, je suis passionnée de mode et je trouve que la mode africaine, maintenant, est un pilier incontournable dans le développement, dans la promotion du continent africain. Et je voudrais modestement participer à cela. Alors j'ai exposé des vêtements pour femmes, des boubous, parce qu'au Sénégal, on est très boubou. J'ai exposé des boubous pour montrer le savoir-faire sénégalais. On va finir dans l'art maintenant. Vous avez aimé la saison 1 de la saga béninoise dénommée Apparence. Eh bien, Kwefa, Sidonie, Marc, Damien et tous les autres membres de la famille à problème au nid reviennent dans une saison 2 plus étincelante. L'avant-première du 2e chapitre de la série à succès a été réalisée à Canal Olympia de Cotonou sous la coupole de A+ Bénin et en présence de tous les acteurs. Un moment de cinéma
que nous narre ici Hugues Vinibé sur les images de Simon Rolon. Entre rivalité. Qu'ils sortent avec Hasbin, Skinny, Apoutou, ça ne te concerne en rien. Du moment que cette personne sera la belle-mère de mes enfants, tout me concerne. Amour. On se parle plus tard. Aïe. Et mystification. Vous avez eu affaire à des escrocs internationaux. Yeah! Maman! Hey. La saison 2 de la saga béninoise Apparence démarre sur les chapeaux de roue. Les 2 premiers épisodes de la série, projetés dans cette salle illuminée par ces personnages et autres passionnés, embarquent les cinéphiles dans une aventure fictive riche en intrigues et émotions intenses. C'était un très grand moment et un très grand tournant en ce qui concerne le cinéma béninois. Les images sont plus belles, on a de plus beaux plans des villes africaines, donc que ce soit Lomé, que ce soit Cotonou. On a également le jeu des acteurs qui s'est considérablement amélioré. Apparence est une création de Christiane Chabikao, inspirée des expériences de la vie. La saison 2, ça va être la traversée pour cette famille-là, d'accord, de tout ce qui s'est passé dans la saison 1, les blessures qui se referment, d'autres qui se rouvrent. Au premier rôle de cette fiction, plusieurs noms connus du public, dont Wifa et Marc. Ça a été certes une très belle aventure, mais ça a été vraiment... il faut avoir le cardio, comme on dit, pour faire ça. Et il a fallu beaucoup de résilience de part et d'autre. Résilience également parce que, je le disais tantôt, c'est un mot qui représente vraiment le personnage Wifa. Marc Bolade, c'est le soutien principal de Wifa dans la série de bout en bout. C'est son amour d'enfance avec qui les choses se sont un peu mal passées au départ. Apparence est une production de A+ Bénin qui en assure la diffusion sur toutes les chaînes du réseau A+. On est vraiment heureux d'avoir pu initier la première saga familiale béninoise, clairement, parce qu'Apparence, c'est cette première série, clairement, qui a été produite ici intégralement au Bénin, ça c'est important de le dire, avec des talents locaux. Sur les petits écrans dès le 12 novembre prochain, Apparence saison 2, c'est 60 acteurs, plus de 50 techniciens pour 60 épisodes de 26 minutes. Et voilà, merci de prendre ce rendez-vous. Merci aussi de rester fidèle au programme de Canal 3 Bénin. Agréable week-end à chacun et à tous.